Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour traduire du latin, mais pour commenter et analyser ensemble un des plus beaux romans de la langue française, La Princesse de Clèves. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lorsque Nicolas Sarkozy était encore président de la République, il avait déclaré avoir beaucoup souffert en étudiant La Princesse de Clèves au lycée. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer que contrairement à ce qu'il a pu laisser entendre, ce n'est pas un roman ennuyeux, bien au contraire. Je vous propose qu'on résume cet ouvrage dans une première partie et dans un deuxième temps, on l'analysera. Alors, le premier personnage majeur à être introduit est le duc de Nemours. Il s'agit du plus bel homme de la cour et il est tellement beau qu'il a tapé dans l'œil de la jeune Élisabeth, la nouvelle reine d'Angleterre. Le roi de France Henri II conseille donc au duc de Nemours de partir pour l'Angleterre afin de tenter sa chance et possiblement de devenir roi d'Angleterre. Tandis que le duc de Nemours est parti pour des raisons diplomatiques, la jeune mademoiselle de Chartres sort du couvent et s'apprête à faire ses premiers pas à la cour. C'est une jeune fille de 16 ans, innocente mais pas naïve. Elle a en effet reçu une éducation singulière, différente de l'éducation des jeunes filles de l'époque, puisque sa mère, Madame de Chartres, a décidé d'en faire une jeune fille éclairée qui connaît les dangers des passions. Je vous propose qu'on lise rapidement quelques lignes à ce sujet. La plupart des mères s'imaginent qu'il suffit de ne parler jamais de galanterie devant les jeunes personnes pour les en éloigner. Madame de Chartres avait une opinion opposée. Elle faisait souvent à sa fille des peintures de l'amour. Elle lui montrait ce qu'il a d'agréable pour la persuader plus aisément sur ce qu'elle lui en apprenait de dangereux. Elle lui contait le peu de sincérité des hommes, leur tromperie et leur infidélité, les malheurs domestiques où plongent les engagements, et elle lui faisait voir d'un autre côté quelle tranquillité suivait la vie d'une honnête femme et combien la vertu donnait d'éclat et d'élévation à une personne qui avait de la beauté et de la naissance. Mademoiselle de Chartres est donc quelqu'un de très cérébral, de très lucide, de très raisonnable, et lorsqu'elle rencontre Monsieur de Clèves dans une joaillerie, eh bien, elle réfléchit avec sa mère et se dit que ce jeune homme a l'air tout à fait aimable, il lui a fait une demande en mariage parce qu'il est très amoureux, et après tout, pourquoi ne pas l'épouser ? Lisons rapidement cette citation. Mademoiselle de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. C'est alors que Mademoiselle de Chartres, devenue princesse de Clèves, fait ses premiers pas à la cour. Elle assiste au bal des fiançailles du duc de Lorraine, et là c'est la catastrophe. En effet, le duc de Nemours vient de rentrer à la cour, et la princesse de Clèves a un coup de foudre. Le passage est très romanesque et joue sur le merveilleux. Le duc de Nemours et la princesse de Clèves vont danser ensemble alors qu'ils n'ont pas été introduits. Le roi avait crié à la princesse de prendre le premier partenaire de danse qui arrivait. Et à la fin de cette danse, le roi et la reine ont convoqué le duc de Nemours et la princesse de Clèves pour essayer de voir s'ils avaient deviné l'identité de leur partenaire. Et évidemment, c'est le cas, puisque leur réputation les précède. Étant le plus bel homme et la plus belle femme de la cour, ils ont reconnu leur partenaire. C'est un amour réciproque, on peut citer, se voyant souvent et se voyant l'un et l'autre ce qu'il y avait de plus parfait à la cour, il était difficile qu'ils ne se plussent infiniment. Alors, malheureusement, la princesse de Clèves est mariée, elle doit donc étouffer ses sentiments, et sa mère, Madame de Chartres, va par contre se rendre compte de cet amour naissant, et elle va en tomber malade et en mourir. La princesse de Clèves va se rendre au chevet de sa mère et là, sa mère va lui faire des reproches, va la mettre en garde et ce passage a souvent été analysé comme du chantage affectif, programmatique de la suite du roman. Je vous propose qu'on en lise rapidement un extrait. Vous êtes sur le bord du précipice. Il faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari. Songez ce que vous vous devez à vous-même. Et pensez que vous allez perdre cette réputation que vous vous êtes acquise et que je vous ai tant souhaitée. Ayez de la force et du courage, ma fille. Retirez-vous de la cour. Obligez votre mari de vous emmener. Ne craignez point de prendre des partis trop rudes et trop difficiles. Quelque affreux qu'ils vous paraissent d'abord, ils seront plus doux dans les suites que les malheurs d'une galanterie. Si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes. Mais si ce malheur vous doit arriver, je reçois la mort avec joie, pour n'en être pas le témoin. On voit que Madame de Chartres essaie de convaincre et de persuader sa fille, convaincre par la raison, en lui rappelant son devoir conjugal mais aussi moral, et persuader en la prenant par les sentiments,
en jouant sur l'amour qu'elle porte à sa mère et aussi sur son orgueil, puisqu'il ne faut pas qu'elle tombe comme les autres femmes, il faut qu'elle se montre supérieure. Ce discours va avoir beaucoup d'effet sur la princesse de Clèves qui va donc se retirer à la campagne après la mort de sa mère. Dans la deuxième partie du roman, Monsieur de Clèves raconte à Madame de Clèves une histoire qui est celle de son ami Sancerre. Sancerre est très malheureux puisqu'il vient d'apprendre après la mort de sa maîtresse Madame de Tournon que celle-ci lui était infidèle. Cette histoire est l'occasion pour Monsieur de Clèves de raconter à sa femme qu'il n'y a rien qu'il estime plus chez une femme que l'honnêteté et qu'il aurait préféré, s'il avait été à la place de Sancerre, que Madame Tournon lui dise clairement qu'elle en aime un autre. Suite à cette parenthèse, à cette histoire qui a son importance ensuite pour analyser l'aveu de Madame de Clèves dans la prochaine partie, suite à cela, la princesse de Clèves revient à la cour et discute avec son amie la reine Dauphine qui lui raconte les derniers potins. La reine Dauphine lui apprend alors que le duc de Nemours a renoncé à séduire la reine d'Angleterre. Il a renoncé à ses anciennes conquêtes et à la perspective d'une couronne parce qu'il est très amoureux d'une femme qui, et c'est le comble, ne répond pas à sa flamme. La princesse de Clèves est vite fixée, il s'agit bien d'elle, puisque le duc de Nemours vient frapper à sa porte pour lui faire une déclaration assez détournée. Elle n'a pas à répondre, puisque à ce moment-là paraît Monsieur de Clèves qui met fin à cette discussion. À partir de là, la princesse de Clèves essaie d'éviter à tout prix le duc de Nemours, mais celui-ci manifeste encore son intérêt pour elle. Il va dérober sous ses yeux un portrait, c'est le fameux vol du portrait. La princesse de Clèves va, malgré elle, donner des marques de faveur, notamment lors d'un accident de cheval, alors que le duc de Nemours fait une chute, alors qu'il était avec le roi. La princesse de Clèves accourt, elle ne pense pas à cacher ses émotions, et elle donne une marque de faveur, une marque visible. Une autre marque de faveur est celle de la jalousie, puisqu'il y a un quiproquo autour d'une lettre qui est tombée de la veste d'un des gentilshommes qui jouait avec le roi au jeu de paume. Donc c'était soit Nemours, soit le vidame de Chartres, l'oncle de la princesse, et tout le monde croit qu'il s'agit d'une lettre amoureuse, galante, qui est sortie de la veste de Nemours. La princesse de Clèves va être très jalouse, puis finalement elle va comprendre que c'était la lettre de son oncle, et elle va passer une après-midi à démêler cette intrigue avec le duc de Nemours. Suite à cela, elle va reprendre ses bonnes habitudes et décider de se retirer à nouveau à la campagne pour être éloignée de la tentation. C'est alors que nous sommes dans la troisième partie et qu'on a cette fameuse scène de l'aveu que vous connaissez tous. La princesse de Clèves décide d'avouer à son mari ses sentiments pour le duc de Nemours parce qu'il n'arrête pas de lui demander de retourner à la cour. Elle prend donc cette décision extrême d'expliquer à son mari qu'elle ne peut pas rentrer parce qu'elle en aime un autre. Alors cette scène est incroyable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est au XVIIe siècle, les femmes n'ont aucune autonomie et dépendent entièrement de leur mari. Donc faire un tel aveu à son mari alors qu'on ne s'est pas rendu coupable, c'est plus qu'étonnant, c'est très risqué. La princesse risque de s'aliéner son mari, qui serait pris ensuite d'une inimitié pour elle, chercherait à se venger et lui rendrait la vie impossible. Donc ça c'est un premier risque, et la deuxième raison pour laquelle cette scène est incroyable, c'est parce que le duc de Nemours assiste caché, témoin caché à cette scène. Il est caché derrière les palissades. Il s'ennuyait à la cour et a décidé de rejoindre la princesse en allant rendre visite à sa sœur, la duchesse de Mercœur, voisine de la princesse, à la campagne. Donc il est allé voir sa sœur et il a essayé de trouver la maison de la princesse. Alors, vous connaissez peut-être la suite. Monsieur de Clèves est très jaloux. Il va deviner l'identité de son rival et il décide de le faire suivre. C'est ainsi qu'il apprend que le duc de Nemours va retourner voir la princesse de Clèves à la campagne alors qu'elle se retrouve toute seule dans sa maison de Coulommiers. Monsieur de Clèves va penser que le duc de Nemours et la princesse de Clèves sont amants et il va en mourir de chagrin. Alors qu'en fait, pas du tout. Le duc de Nemours s'était contenté d'admirer la princesse de loin depuis le jardin lorsqu'il est allé la voir à Coulommiers. C'est la fameuse scène des palissades, dite des palissades, qui tombe souvent au bac. Et j'aimerais vous en dire quelques mots parce que beaucoup d'étudiants sont complètement déboussolés. Alors dans cette scène, on voit que Madame de Lafayette joue avec deux esthétiques pourtant opposées. Celle des romans de chevalerie d'une part, les romans courtois, et d'autre part celle des romans libertins. Alors pourquoi ces deux esthétiques mêlées ?
on voit que le duc de Nemours est très valeureux, il surmonte beaucoup d'obstacles pour accéder à sa belle, donc ici ça fait écho au roman de chevalerie. Quels sont ces obstacles? On peut penser aux longues palissades, aux palissades fort hautes qu'il doit surmonter. Et pourquoi l'esthétique des romans libertins? Parce que quand il entreaperçoit la princesse de Clèves, il la voit dénudée sur son lit. Et on voit bien du coup ces deux esthétiques. Donc ce mélange des genres donne l'idée d'un amour complet, paroxystique, qui mêle ces deux esthétiques. Après, ce que l'on peut dire d'intéressant sur ce passage, c'est qu'il y a ces jeux de regard qui sont vraiment surprenants, cette mise en abîme, puisque la princesse de Clèves regarde le portrait qu'elle a du duc de Nemours et ne sait pas qu'elle est elle-même regardée, elle-même observée par le vrai duc de Nemours qui est dans le jardin. Le duc de Nemours ne sait pas lui-même qu'il est épié par l'espion qu'a envoyé monsieur de Clèves. Donc il y a cette mise en abîme. Après, vous vous posez sûrement la question, pourquoi est-ce que le duc de Nemours n'entre pas dans la pièce? Pourquoi est-ce qu'il ne se présente pas à la vue de la princesse? Eh bien, on peut lire ensemble le passage. Hein. On ne peut exprimer ce que sentit monsieur de Nemours dans ce moment, voir au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et la voir tout occupée de choses qui avaient dû rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait. C'est ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. En fait, cette scène est d'autant plus précieuse que cet amour est pur, il est aperçu et épié à la dérobée. Ce qui fait la beauté de cette scène, c'est que le duc de Nemours se rend compte qu'il ne peut pas douter des sentiments de la princesse puisqu'il en est le témoin caché. À la mort de Monsieur de Clèves, le lecteur est presque rassuré. Après 150 pages de jeux de regard et d'un amour impossible, voilà que les obstacles sont levés et que la princesse de Clèves peut enfin épouser le duc de Nemours. Après un certain temps où le duc de Nemours se contente encore d'admirer la princesse de loin, il organise une entrevue. C'est alors que la princesse de Clèves refuse d'épouser le duc de Nemours et se retire dans un couvent. C'est la fin du roman. Alors, la première question que soulève ce roman, c'est évidemment pourquoi est-ce que la princesse de Clèves refuse d'épouser le duc de Nemours? On a plusieurs éléments de réponse. Le premier élément, c'est la culpabilité. La princesse de Clèves se sent coupable d'avoir causé la mort de son mari. C'est parce qu'elle aimait le duc de Nemours que son mari meurt de chagrin. Elle n'a donc pas le droit d'être heureuse. Le deuxième élément d'analyse, c'est la peur. La princesse de Clèves a peur que le duc de Nemours cesse de l'aimer si elle l'épousait. Alors en effet, c'est ce qu'elle lui dit. On peut citer « Je ne saurais vous avouer sans honte que la certitude de n'être plus aimée de vous comme je le suis me paraît un si horrible malheur que quand je n'aurai point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pourrais me résoudre à m'exposer à ce malheur. Les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels? Dois-je espérer un miracle en ma faveur? Et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferai toute ma félicité ?» Alors, elle continue en expliquant que Monsieur de Clèves était probablement le seul homme à pouvoir continuer à aimer pendant le mariage, mais c'était sans doute parce que précisément elle ne l'aimait pas en retour. C'est une pensée très pessimiste que j'aime toujours mettre en lumière en citant les maximes de La Rochefoucauld, qui a vécu à la même époque et qui fréquentait Madame de Lafayette dans les salons précieux. Il y a une maxime de La Rochefoucauld qui explique « L'amour aussi bien que le feu ne peut subsister sans un mouvement continuel et il cesse de vivre dès qu'il cesse d'espérer ou de craindre. » Donc c'est l'idée que l'amour est presque condamné et qu'il ne peut pas y avoir d'amour dans le mariage. On voit que cette pensée pessimiste, du coup, se fait l'écho de plusieurs réflexions de l'époque. Hein. Donc on peut parler de la pensée janséniste qui est très pessimiste, ou alors des débats dans les salons précieux. Pour rester sur La Rochefoucauld, c'est ce penseur qui explique dans ses maximes que l'amour tel qu'il se manifeste en société est un amour corrompu, notamment par l'amour-propre, et que le véritable amour est sans doute une fiction, quelque chose dont on n'est pas sûr que ce soit véritable, que cela existe réellement. Donc on peut citer par exemple « Il en est du véritable amour, comme de l'apparition des esprits, tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. » Et ce qui est aussi frappant dans les maximes de La Rochefoucauld, c'est cette maxime qu'on peut aussi mettre en parallèle de l'histoire de la princesse de Clèves. S'il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur et que nous ignorons nous-mêmes.
Donc l'idée que l'amour pur, c'est celui qui ne se concrétise pas, celui qui est caché. Et ça, c'est finalement l'amour de la princesse de Clèves, hein, qui ne dit pas qu'elle aime et dont l'amour en fait est surpris à la dérobée par le duc de Nemours, voilà, quand il épie cet aveu ou la scène dite des palissades. Alors un autre élément d'analyse que je voulais voir avec vous, c'est la beauté. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le fait que la princesse de Clèves est la plus belle et le duc de Nemours le plus beau? Beaucoup d'étudiants ne savent pas trop quoi dire là-dessus et prennent cette insistance pour une marque de superficialité. En fait, il y a aussi une réflexion pessimiste derrière cela. Ce que l'on montre, c'est que l'amour n'est possible que pour des gens extraordinaires, que dans des conditions très particulières. C'est parce qu'ils sont si beaux que peut-être que l'amour serait possible. Il y a cette réflexion pessimiste dans les romans précieux. On peut voir d'ailleurs que l'amour n'est possible que dans certaines conditions. Les héros des romans précieux sont tous parfaits, ils sont tous très beaux, ils sont tous très bien sur tous les rapports, pareil pour l'héroïne, et en plus de ça, le contexte est très particulier, c'est pas la société actuelle, c'est pas un contexte lambda, c'est des conditions qui favorisent l'amour. Par exemple, dans l'Astrée d'Honoré d'Urfé, on est en Gaule au 5e siècle dans un milieu de bergers, qui rappelle les bergers d'Arcadie de Virgile et les bucoliques en fait. Donc c'est vraiment des conditions très particulières qui sous-tendent une histoire d'amour possible. Donc encore une fois, une réflexion pessimiste. Autre question que soulève la princesse de Clèves, pourquoi est-ce que la princesse avoue à son mari son amour pour Nemours, d'autant plus qu'elle ne s'est pas rendue coupable? Pourquoi un tel aveu? Alors, il faut savoir que cette question a vraiment défrayé la chronique à l'époque, puisqu'il y a eu tout un débat là-dessus dans un des journaux de l'époque, le Mercure Galant. On reproche à Madame de La Fayette cette scène d'aveu invraisemblable parce qu'une femme mariée n'avoue jamais ça à son mari. Je vous propose de lire ensemble un extrait de ce que le comte de Rabutin avait publié alors dans le Mercure Galant. L'aveu de Madame de Clèves à son mari est extravagant et ne se peut dire que dans une histoire véritable, mais quand on en fait une à plaisir, il est ridicule de donner à son héroïne un sentiment si extraordinaire. L'auteur, en le faisant, a plus songé à ne pas ressembler aux autres romans qu'à suivre le bon sens. Une femme dit rarement à son mari qu'on est amoureux d'elle, mais jamais qu'elle ait de l'amour pour un autre que lui. Le comte de Rabutin reproche également à Madame de La Fayette le fait que le duc de Nemours soit là pour épier la scène. C'est encore plus invraisemblable et il dit que ça ne sert pas non plus l'intrigue, donc en fait, il dit à Madame de La Fayette qu'elle a mal construit son roman. Et on voit que derrière ces reproches face à cette scène invraisemblable, il y a une réflexion sur ce que doit être un roman. Si vous lisez l'art poétique de Boileau, qui a été publié quelques années auparavant, on lit « Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable, une merveille absurde et pour moi sans appât, l'ému n'est pas ému de ce qu'il ne croit pas ». Donc c'est l'idée qu'un roman ne devrait avoir comme intrigue que des éléments vraisemblables. Cet aveu de Madame de Clèves à son mari n'est pas vraisemblable, donc on ne peut pas construire un roman autour de cela. C'est tellement invraisemblable que ça ne peut être que véritable, mais le véritable n'est pas le fondement d'un roman. Ce qui fait le fondement d'un roman, c'est le vraisemblable. On voit donc que cet aveu alimente des réflexions sur la définition même du genre romanesque. Elle alimente aussi d'autres débats, qui sont ceux de la préciosité. C'est des débats autour de la meilleure façon de se comporter en amour. Est-ce que la princesse a raison de faire cet aveu? Est-ce que les femmes doivent faire ce genre d'aveu? Tout ça sont des débats très importants parmi les précieuses. Vous savez que la préciosité, c'est ce courant qui définit l'amour, qui l'analyse et qui donne des règles de conduite. Je vous invite à aller voir par ailleurs la carte de Tendre que l'on trouve dans l'un des romans de Mademoiselle de Scudéry, dans Clélie. Cette carte de Tendre illustre les différentes étapes qu'un prétendant doit suivre pour pouvoir espérer prétendre au cœur de sa belle. En conclusion, La princesse de Clèves est pour moi un roman incontournable à lire absolument. C'est l'un des premiers romans psychologiques qui décrit avec beaucoup de justesse les différentes étapes de l'amour. C'est un roman précieux, très bien écrit, avec ce style qui est très représentatif de la préciosité, beaucoup d'hyperbole, mais aussi beaucoup de périphrases, de litotes, d'euphémismes, pour parler de façon très délicate des choses de l'amour.
Et enfin, c'est un roman qui questionne et qui n'a pas fini d'interroger. Et pour moi, ça c'est le propre du chef-d'œuvre, hein, c'est qu'il continue d'interroger. On ne sait toujours pas comment vraiment analyser ce roman. Est-ce qu'il faut louer la princesse de Clèves? Est-ce que c'est une héroïne louable qui a tout compris de l'amour, qui a beaucoup de justesse dans ses réflexions pessimistes et qui a donc raison d'aller au couvent? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une héroïne victime de l'éducation qu'elle a reçue, des présages, des mauvais présages de sa mère, du chantage affectif sur son lit de mort? Est-ce que c'est une héroïne enfin lâche, qui en fait a peur de l'amour et qui du coup gâche sa vie en allant au couvent? La question n'est pas tranchée et je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà pour cette vidéo. Pour ceux qui préfèrent le latin, rassurez-vous, je reviendrai avec une vidéo en latin la prochaine fois. Je voulais tout simplement diversifier ma chaîne. À très vite!